C'est au milieu des années 80 que la Californie découvre un macabre, que son origine est une vieille dame de 60 ans. Plusieurs cadavres étaient déterrés de son jardin et le pire c'est que ces personnes étaient âgées, malades et diminuées et malheureusement pour eux ils ont trouvé refuge dans sa pension de l'horreur. Cette vieille dame était nommée Dorothea Puente. Dorothea Puente, de son vrai nom Dorothea Allen Gray, est née le 9 janvier 1929, à Redlands en Californie. Elle était la sixième enfant d'une famille qui compte 7 enfants. Ses parents étaient des personnes instables, ils étaient alcooliques et violents. Ils travaillaient tous les deux dans l'industrie du coton, mais ils n'ont pas assez récolté d'argent pour entretenir une si grande famille. Son père Jesse souffrait de la dépression, et avait eu par la suite la tuberculose. C'était un homme qui restait tout le temps sur son canapé à boire. Il a même essayé de se suicider devant ses enfants. Sa mère Trudy n'était pas la mère modèle que tous les enfants doivent avoir. Elle pratiquait la prostitution. Elle ramenait ses clients à la maison devant ses enfants. Elle partait et les laissait tout seuls, livrés à eux-mêmes sans nourriture, sans eau. Elle est même allée à les enfermer dans un placard avec un peu de nourriture, au moment où ses clients sont à la maison ou quand elle sortait les voir. Et quand elle rentrait elle était toujours ivre morte. Cette situation est vraiment dure pour des enfants, et en psychologie il y a des enfants qui peuvent développer des traits de tueurs, ou de violeurs ou d'escrocs, à cause de leur enfance, et c'est ce qui est arrivé à Dorothea. Dès son jeune âge elle a commencé à développer ces traits. Elle mentait et s'inventait des vies et des personnalités. Elle est même allée dire qu'elle est mexicaine et qu'elle a 18 frères et sœurs. Son père Jesse est mort quand elle avait 4 ans de la tuberculose. Et sa mère Trudy est morte quelque temps après dans un accident de moto. Les enfants étaient placés dans des orphelinats chacun de son côté, jusqu'à que des membres de la famille viennent chercher Dorothea et la prennent en charge. À l'âge de 16 ans, Dorothea vivait à Washington. Elle avait changé son prénom à Sherry et pratiqué la prostitution pour gagner sa vie. Elle rencontre son premier mari Fred McFrawl, un soldat de 22 ans qui est bizarrement fasciné par le travail impur de Dorothea et l'épouse directement après leur rencontre. Mais 2 ans après, McFrawl décide de quitter Dorothea après sa fausse couche et la laisse avec 2 petites fillettes et sans argent, sans savoir comment les nourrir. Elle plaça une de ses filles à l'orphelinat et envoie l'autre à Sacramento chez sa famille. Et commence à raconter à tout le monde que McFrawl est mort d'un arrêt cardiaque. Livrée à elle-même après le départ de McFrawl, elle retourne à la prostitution et à l'alcool, et c'est de là qu'elle remarque que ce travail n'est plus suffisant pour ses besoins, alors elle commence à voler à l'étalage jusqu'au jour où elle se fait arrêter par la police à l'âge de 18 ans et on la condamne à 1 an de prison et à une évaluation psychiatrique, mais elle purge que 6 mois de sa sentence et sort sous parole. Après sa libération elle est allée vivre à San Francisco et a continué à faire le travail qu'elle connaît le mieux et qui est la prostitution. En 1952 elle rencontre un homme suédois du nom d'Axel Johansson, et l'épouse aussi rapidement que McFrawl, mais la différence c'est qu'elle ne pouvait pas lui dire qu'elle se prostitue pour gagner sa vie, alors elle lui ment sur son travail et sa religion. Elle lui avait dit qu'elle est musulmane et qu'elle a des origines africaines. Mais peu de temps
Après Joinson remarque des compromis dans la vie de Dorothea. Entre-temps Dorothea avait loué une maison et entretenait un bordel sans que son mari le sache, jusqu'au jour où le propriétaire a commencé à la soupçonner et l'a dénoncée à la police. Elle était emprisonnée pendant 90 jours et après sa libération, sa relation avec Axel est devenue désastreuse, le couple se disputait tout le temps pendant 14 ans de mariage. Jusqu'à 1966 où il décide de la quitter à cause de ses mensonges et ses mauvaises habitudes. Mais dans la même année Dorothea épouse un homme plus jeune qu'elle de 20 ans nommé Roberto Puente. On vous rappelle qu'elle a maintenant 37 ans, et une femme de 37 ans ne peut pas faire affaire dans la prostitution. Elle se demande quoi faire comme métier, elle pense au bordel mais elle voit que c'est trop risqué. Alors elle décide de devenir aide-soignante et aider les personnes âgées chez eux, comme un auxiliaire de vie, mais son vrai but est de prendre soin de ces personnes âgées chez eux pour les voler. Mais encore une fois pour elle sa relation amoureuse, son couple s'achève après 2 ans, c'est bien clair que cette personne l'a épousé que pour avoir ses papiers en tant que citoyen américain. Retrouvée seule encore une fois, elle décide en 1968 d'acheter sa propre maison et entretenir les personnes dans le besoin. Elle achète alors une grande maison qui est la 21 000 F Street à Sacramento. Elle a classé les étages de sa maison comme au bateau. La cave est pour les personnes qui n'ont aucun revenu, le rez-de-chaussée pour les personnes diminuées, le premier est pour les personnes qui ont un revenu, et le deuxième étage était qu'à elle. Elle avait aussi rempli des placards de médicaments qu'elle ne sait pas utiliser car elle n'a pas de diplôme d'aide-soignante, et elle n'est pas qualifiée mais comme elle avait l'air de savoir quoi faire et son travail était juste de s'assurer que la personne prend ses médicaments, les gens lui faisaient confiance. L'escroquerie que Dorothea avait mis en place était qu'elle prenait le chèque que l'État le verse aux personnes qu'elle s'occupe, et pour se justifier elle disait à leur famille que c'était des alcooliques et s'ils ont de l'argent ils vont le déployer sur l'alcool. Et ça marchait, les gens lui faisaient une entière confiance. Car c'était une personne gentille et bien habillée qui aimait aider les autres. Après 6 ans, en 1974, Dorothea décide d'engager un gardien nommé Pedro Montalvo. Très vite elle commence à l'emmener avec elle partout, elle lui propose de prendre une des chambres chez elle, petit à petit leur relation se transforme en amour et se marie. Sans oublier que Pedro est aussi plus jeune qu'elle. Mais comme toutes ces relations, Pedro commence à la soupçonner de voler les personnes qu'elle s'en charge et juste après 1 mois de leur mariage il l'a quittée. Au milieu des années 70. L'escroquerie de Dorothea a été découverte grâce à un de ses pensionnaires, qui était arrêté par la police et mis en garde à vue, ainsi il ne pouvait pas signer ses chèques car il est en prison. Cependant ces chèques venaient à chaque fois signés. Après une enquête ils ont découvert que c'est Dorothea qui signait les chèques de ses pensionnaires à leur place sans qu'ils sachent et encaisser leurs revenus. Elle avait signé 60 chèques, et a pris tout l'argent. Cette fois-ci Dorothea était arrêtée et condamnée à 5 ans de probation, plus une évaluation psychiatrique, où ça révèle que Dorothea a des symptômes de schizophrénie. Après cette mauvaise aventure des personnes normales laissent tomber l'escroquerie. Mais Dorothea ne voulait pas lâcher. Elle voulait que sa pension. Alors elle décide en 1970 d'être l'aide-soignante privée d'une famille, mais sa réputation a chuté à Sacramento après la découverte de son escroquerie. Alors elle a eu l'idée de changer d'apparence et avoir l'air cette gentille vieille dame toute innocente qui veut juste aider. Elle a arrêté de teindre ses cheveux, elle portait des vêtements de vieille dame, elle portait aussi de grandes lunettes et disait qu'elle avait 60 ans au moment où elle avait que 50 ans. Un jour quand elle était dans un bar elle rencontre une personne qui cherche quelqu'un pour entretenir les membres de sa famille. Et après une longue discussion avec Dorothea il la ramène chez lui pour la présenter aux membres de sa famille, pour qu'ils choisissent s'ils veulent de son aide ou pas, et heureusement pour elle et malheureusement pour eux ils l'ont choisie, juste parce qu'elle parle espagnol et cette famille est en réalité mexicaine, et l'ironie du sort c'était dans la même rue où elle avait sa pension. Rapidement Dorothea devient appréciée par la famille, elle était même la marraine d'un de leurs nouveau-nés. Tant qu'elle n'avait pas beaucoup de travail à la maison de ses employeurs, elle s'est cherché un autre travail et elle a trouvé le travail parfait dans le domaine médical. Elle devait aller voir d'autres personnes malades dans leur maison et les aider, pour elle c'était une chance de les voler.
D'ailleurs plusieurs l'ont accusée de vol, mais comme elle savait parler et avait l'air cette gentille petite vieille dame, les gens croyaient qu'elle était innocente. De maison à une autre, Dorothea a trouvé sa victime parfaite, une vieille dame riche du nom d'Esther. Esther était une des personnes que Dorothea prenait soin. Elle venait chez elle s'assurer qu'elle prend ses médicaments et voir si elle a besoin de quelque chose. Dorothea aimait bien Esther car c'était sa poule aux œufs d'or, elle lui volait des bijoux, des bibelots, des vêtements et Esther ne remarquait pas leur disparition. Avant que Dorothea prenne soin d'Esther, la santé de cette dernière était stable, jusqu'au jour où ses médecins remarquent qu'elle venait chaque semaine à l'hôpital à chaque visite de Dorothea pour des problèmes cardiaques. L'un des médecins d'Esther a commencé à soupçonner Dorothea et s'est mis d'accord avec d'autres collègues de rendre visite à Esther le jour où Dorothea va passer l'aider. Le jour prévu, les médecins sont allés à la maison d'Esther et ils ont remarqué qu'elle se sente bien avec Dorothea et elle les a même dit qu'elle est heureuse que Dorothea soit là avec elle. Après cette visite, Esther n'est plus revenue à son hôpital, ce que les médecins voyaient bien car ils pensaient que sa santé s'est stabilisée, jusqu'au jour où son médecin reçoit un appel d'un autre médecin d'un autre hôpital demandant comment était la santé d'Esther avant qu'elle change de médecin. Et à la grande surprise pour le médecin, l'état de santé d'Esther s'aggravait de jour en jour et pour que ses médecins ne le remarquent pas, Dorothea a mené Esther à un autre hôpital plus loin, juste pour éviter les médecins qui la soupçonnaient. Là le médecin demande au nouveau médecin d'Esther de vérifier les examens toxicologiques d'Esther. Au résultat, il remarque qu'elle prend différentes drogues et c'est ce qui la rend malade, et le pire c'est que ces médicaments étaient prescrits pour Dorothea. Plus aucun doute pour les médecins, Dorothea est la coupable, elle veut rendre Esther malade, mais pourquoi? Dès que la famille d'Esther a appris la nouvelle, ils ont renvoyé Dorothea, mais elle pouvait toujours exercer car il n'y avait pas de solides preuves contre elle, selon la compagnie qui l'engage. Mais encore une fois, Dorothea ne s'est pas arrêtée à ce niveau. En 1982, elle était dans un bar et elle remarque un homme du nom de Malcolm Mackenzie, qui a 74 ans, elle flirte avec lui. Dans ses bois des verres. Ensuite ils décident de finir la soirée chez Mackenzie, ils prennent un taxi et au moment où ils arrivent à la maison, Mackenzie remarque qu'il ne peut pas bouger. Il n'est pas aussi ivre pour arriver à cet état, d'ailleurs il est en train de réfléchir qui prouve qu'il est assez sobre, mais comment ça se fait qu'il ne peut pas bouger? Que Dorothea est en train de le faire sortir du taxi, le faire entrer chez lui et le poser sur son canapé. Il se posait plein de questions jusqu'à qu'il voit Dorothea se lever et prendre ses affaires. Elle était en train de le cambrioler. Elle a même pris une valise rouge qu'il avait et a mis tout ce qui avait de la valeur. Et quand elle allait partir, elle remarqua une bague dans la main de Mackenzie, alors elle se penche sur lui et la prend avec elle. Malheureusement pour elle, 2 jours après, la police est venue voir Dorothea et durant l'enquête elle l'a menti. Elle a prétendu que c'est Mackenzie qui l'a laissé prendre ses affaires et il ne se rappelle pas car il a des problèmes psychologiques. Finalement la police a demandé à Dorothea de rester tranquille pendant 3 mois avant que son procès commence. Comme c'est une vieille dame, il ne pouvait pas la mettre en prison pour si peu. Durant ces 3 mois, Dorothea manquait d'argent, alors elle a eu l'idée de créer une sorte d'association pour s'occuper des gens diminués. Elle contacte une de ses copines, Ruth Monroe, qui a 61 ans, pour lui proposer son projet, et pour avoir une aide financière. Ruth était une femme mariée et son mari avait le cancer et il lui restait peu de temps à vivre, et ça la rendait triste. Dorothea disait que Ruth avait besoin d'une amie et elle avait besoin d'argent. Après la mort de son mari, Ruth s'est installée avec Dorothea. Peu de temps après, les enfants de Ruth remarquent que l'état de santé de leur mère est en train de diminuer. Subitement, un jour, Dorothea appelle la famille de Ruth et leur annonce la mort de leur mère. Incapables de croire à ça, ils demandent une autopsie et ils découvrent que leur mère vient de mourir à cause d'une overdose de codéine. À ce niveau, ils commencent à suspecter Dorothea. Malchance pour elle, son procès approchait et elle savait qu'elle irait en prison si elle ne s'échappe pas. Alors elle est allée retirer l'argent de la compagnie qu'elle a créée avec Ruth. Ensuite elle est allée voir une de ses copines, elle lui a demandé de passer du temps avec elle à la maison. Son amie a accepté de bonne foi, elle avait confiance en sa copine. Mais Dorothea n'est pas digne de confiance, elle a drogué sa copine et a pris tous ses biens, cartes de crédit, chèques, objets de valeur et s'est enfuie.
Quand sa copine s'est réveillée et remarqua qu'elle vient d'être volée par sa copine, elle appelle la police et la dénonce. Peu de temps après, la police ont arrêté Dorothea qui allait s'enfuir, au Mexique. Elle était condamnée à 5 ans de prison, mais après sa sortie elle était encore plus féroce. I want people to understand that she did not commit suicide. Okay? She was murdered, and she was murdered by Dorothea. En prison, elle a commencé une correspondance avec un homme du nom d'Everson Gilman âgé de 74 ans. Sa femme venait de mourir et il a commencé à écrire aux prisonnières pour trouver une nouvelle épouse. Dorothea n'était pas intéressée par cet homme au début, mais dès qu'il a mentionné que l'État lui versait une pension chaque mois, son intention a changé, et elle s'est vite créé une histoire d'amour entre eux. Après 3 ans, en 1985, Dorothea sort de prison. Et quand elle sort, c'est Everson qui est venu la chercher dans son pick-up rouge. Il avait tout quitté, sa maison, ses enfants, son ancienne vie, juste pour être avec Dorothea et de commencer une nouvelle vie avec elle. Quand Everson a commencé à vivre avec Dorothea, il a arrêté d'écrire à ses enfants. Cette situation les a inquiétés. Ils ont appelé la police de Sacramento pour voir si leur père va bien. Quand la police de Sacramento est venue vérifier, ils ont trouvé qu'Everson était bien heureux avec sa compagne et en très bonne santé. Mais cette intrusion de la police a mis Everson en colère, et il a appelé ses enfants pour leur montrer combien de ça l'énervait. Cependant, Dorothea a écrit aux enfants d'Everson et leur a demandé de ne plus appeler la police car Everson et elle veulent vivre leur vie tranquille sans problème. Après un moment, Dorothea a décidé de changer sa maison du 1426 F Street en maison pour prendre soin des personnes diminuées. En novembre 1985. Entre-temps, les enfants d'Everson ont reçu une lettre de leur père annonçant que son mariage avec Dorothea va être annulé, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Dorothea qui a écrit cette lettre, malgré qu'elle vit une vie bien heureuse et paisible avec Everson. Quelque temps après la première lettre, ils reçoivent une autre où leur père annonce qu'il a quitté Dorothea, et qu'il est parti vivre ailleurs, mais la vérité est que Dorothea a tué Everson. Elle a mis le corps de son fiancé dans une des chambres de sa pension. En attendant qu'elle pense à une solution pour disperser le corps, elle engage alors un homme du nom d'Ismaël Flores, pour faire des travaux dans sa maison et de se lier d'amitié avec lui pour pouvoir dissiper le corps. Une fois, elle lui a proposé d'acheter le pick-up rouge de son copain. Elle lui a dit qu'il est allé à Los Angeles et quand il va revenir il n'aurait plus besoin de sa voiture et elle lui fait un prix d'amis de $800. L'offre était parfaite pour Ismaël, alors il a pris le pick-up. Quand il avait fini les travaux, elle lui avait demandé de lui fabriquer une caisse pour mettre des livres à donner, mais étrangement la caisse avait les mesurations d'un cercueil. Malheureusement, Ismaël n'a pas posé de questions, il a juste fabriqué. Quand il a fini, Dorothea lui a demandé de l'aider à transporter la caisse pour donner les livres, mais à mi-chemin elle lui demande d'arrêter à côté de la rivière et de laisser la caisse. C'est jusqu'à 1986 qu'un pêcheur trouve la caisse. Surpris par sa taille et de l'odeur qu'elle dégage, il a appelé la police. Quand les policiers l'ont ouverte, ils ont retrouvé un corps décomposé incapable de le reconnaître. Même que Dorothea a tué son fiancé, elle continuait d'encaisser les chèques d'Everson, et d'écrire des lettres à ses enfants. Dorothea voulait tellement avoir de l'argent qu'elle a continué son travail dans sa pension, mais cette fois-ci elle demandait aux familles des personnes qu'elle s'occupe de mettre son nom sur les chèques de leurs relatives, comme ça elle pourra mieux le gérer à leur place, car ce sont des alcooliques et allaient juste gaspiller leurs argent. Quelques familles acceptaient et d'autres de demander des questions et Dorothea n'aimait pas prendre en charge les personnes qui posent trop de questions. En 1987, une vieille dame du nom de Betty Palmer est venue s'installer dans la pension de Dorothea. Betty était une femme dynamique, énergétique et amusante, mais dans la pension Betty tombait très souvent malade, elle était toujours fatiguée. Un mois après sa venue, Dorothea a dit aux autres pensionnaires que Betty est retournée chez elle, que sa fille est venue la prendre. La vérité est que Dorothea a tué Betty, soit par une overdose soit par une toxification. Dorothea ne savait pas quoi faire avec le corps. Si elle jette le corps, elle sera pointée du doigt quand la police va le découvrir, alors elle a décidé de l'enterrer dans le jardin de sa maison. Mais pour l'enterrer dans son petit jardin, il fallait décapiter Betty. Elle lui a coupé les bras, les pieds, et la tête. Elle a enveloppé dans des vêtements et au milieu de la nuit,
Elle l'a enterré dans son jardin à côté de la rue, mais comme Dorothea avait l'habitude de jardiner la nuit, aucun des voisins ne l'a suspecté. Cependant, la police n'a jamais retrouvé les membres de Betty. Le malchanceux Jim Gallup, âgé de 62 ans, Jim était alcoolique et avait une tumeur dans la tête et ne pouvait pas prendre soin de lui-même. Il a rencontré Dorothea dans un bar, et pendant leur discussion il lui a mentionné qu'il reçoit une aide financière du gouvernement. À ce moment-là, Dorothea lui a proposé de prendre soin de lui, et qu'il déménage à sa pension à condition qu'il lui laisse la liberté de traiter ses chèques. Jim avait accepté de venir à la pension, mais il n'était pas d'accord que Dorothea prend la charge de ses chèques, mais malheureusement pour lui, ses médecins ont mis Dorothea en charge de ses médicaments. Car après ses opérations il a besoin d'une personne pour l'entretenir et contrôler ses médicaments. C'est à ce moment-là que Dorothea a planifié de le tuer. Elle lui dosait ses médicaments, ce qui l'a rendu faible et fatigué, mais il pensait que c'est dû au effet indésirable de son opération, mais il avait fortement tort. Un jour, Dorothea s'est levée et a dit à ses pensionnaires que Jim est venu hier ivre, il a pris ses affaires et il est allé dans une autre pension. Mais la vérité est que Dorothea l'a tué. Elle l'a mis dans une chambre scellée comme ses précédentes victimes pour un petit moment, ensuite elle a creusé un trou et a mis le corps de Jim, enveloppé de plastique et de tissu. Ayant peur que le médecin de Jim remarque l'absence de son patient, elle l'a appelé et lui raconte que Jim a quitté sa pension, et il est parti dans une autre ville, et il voit maintenant un autre médecin. Le médecin de Jim trouvait suspect que c'est Dorothea qui lui annonce cette nouvelle à la place de son patient. Il vérifie alors les examens médicaux de Jim et il découvre qu'il avait pris du Dalmahan comme médicament. Mais le problème, c'est qu'il ne lui a jamais prescrit ce médicament et aucun autre médecin ne pourrait lui prescrire. Le Dalmahan est un médicament pour les insomniaques qui les aide à dormir. Mais encore une fois, la vérité est que Dorothea a acheté ce médicament au nom de Jim et il était déjà mort. Il n'y avait pas que lui qui prenait ce médicament, tous les pensionnaires de Dorothea avaient acheté ce médicament car Dorothea leur disait que c'est un bon sédatif pour dormir, mais en réalité, elle leur volait ce médicament pour pouvoir les endormir et les tuer en détoxifiant. Et Vera Martin, âgée de 64 ans, Vera était en très mauvaise santé et présentait un fardeau pour Dorothea, mais au lieu de l'envoyer dans un autre pensionnat, Dorothea l'a tué pour pouvoir utiliser encore ses chèques. Vera est restée qu'une semaine dans le pensionnat. Benjamin Flynn, qu'un alcoolique de 55 ans, Benjamin et Dorothea se sont fréquentés un moment, cependant un soir, ils se sont disputés. Benjamin était ivre et commençait à hurler sur Dorothea, c'est ce qui l'a énervé, sachant qu'elle n'aime pas les alcooliques malgré qu'elle est une. Dorothea a pris la main de Benjamin et l'a fait monter dans sa chambre et l'a enfermé. Au réveil le lendemain, les pensionnaires ont demandé où est Benjamin. Dorothea a regardé et a dit qu'ils se sont disputés encore une fois et qu'il a pris tous ses affaires et qu'il est reparti. Mais la vérité, nous on la connaît, Dorothea a tué Benjamin en le suffoquant. Elle l'a mis dans la chambre scellée et au milieu de la nuit elle lui a creusé un trou, l'a enveloppé dans des vêtements et du plastique et l'a enterré. En cette période, les voisins et les pensionnaires commençaient à se plaindre d'une mauvaise odeur dans la maison. Cette odeur venait de la chambre scellée. Quand les corps se décomposaient, ils laissaient échapper un fluide qui coulait sur le tapis et laissait échapper cette odeur sur le plafond des chambres en dessus, ce qui a aidé l'odeur à se propager. Dorothea devait arrêter sa série de meurtres ici, mais sa soif d'argent l'a fait commettre un autre meurtre. Mais Leona Carpenter, âgée de 78 ans, Leona était la favorite de Dorothea car elle ne demandait pas après son argent et ne cherche pas des réponses où elle n'en trouve pas. Mais ça n'a pas empêché Dorothea de l'assassiner quand son état de santé s'est aggravé. Cette fois-ci encore, elle l'a enterré dans le jardin suivant la même méthode qu'avant. Dorothea, la vieille dame cruelle sans cœur, avait fait 2 autres victimes avant son arrestation. Dorothée Miller, âgée de 65 ans, cette fois-ci Dorothea a dit aux pensionnaires que Dorothée était arrêtée par la police. Suite à ça, elle lui a demandé de quitter le pensionnat. Mais la vérité est que Dorothea a assassiné Dorothée et l'a enterrée dans son jardin.
Durant cette période, une personne du nom d'Alberto Montoya, un alcoolique handicapé mental atteint de schizophrénie âgé de 51 ans, Alberto n'avait pas besoin d'une aide médicale mais juste d'une personne à le surveiller continuellement. Alberto était adoré par tous car c'était une personne souriante, gentille, adorable et avec son handicap, il était comme un enfant innocent. Une des personnes qu'il adorait aussi était Judy Moyes, une volontaire pour aider les personnes qui ont des difficultés mentales et sans-abri. Avant qu'Alberto s'installe à la pension de Dorothea, Judy et lui sont venus visiter les lieux. Ils ont adoré Dorothea car elle était cette gentille vieille dame. Elle leur a dit qu'elle avait 70 ans et qu'elle était infirmière à la guerre mondiale. Sentie en sécurité, Judy laisse Alberto s'installer chez Dorothea, et quand elle est venue le voir le lendemain, elle l'a trouvé bien habillé, coiffé et heureux. Dorothea l'a gâté et en contrepartie il aidait au bricolage, et comme avec tous ses autres pensionnaires, Dorothea l'a mis sous tutelle et prenait son argent sans que Judy le sache. À un moment, Judy n'avait plus de nouvelles d'Alberto. Inquiétée, elle appelle Dorothea pour parler à Bear est le surnom donné à Alberto, mais la réponse de Dorothea a inquiété Judy encore plus. Dorothea lui a annoncé qu'elle a dû amener Alberto au Mexique pour être soigné et son traitement durera quelques semaines. Judy n'a pas soupçonné Dorothea à ce moment car tout allait parfaitement bien. Judy lui demande juste de la rappeler quand Alberto revient au pensionnat, mais des semaines coulent et aucun appel vient d'Alberto. Judy recontacte Dorothea et lui annonce que si elle n'a pas de nouvelles d'Alberto dans les jours qui suivent, elle va déclarer sa disparition à la police. Quelques semaines après, elle reçoit un appel d'un homme qui prétend être l'oncle de Bear et qui l'a amené avec lui au Utah. Judy n'a pas cru un seul mot de ce que cet homme lui racontait, car elle n'a jamais entendu parler d'un oncle qui vit au Utah. Judy rappelle Dorothea et lui demande de lui raconter la vérité. La Dorothea lui sort une autre histoire complètement différente de la précédente. Elle lui raconte qu'une journée, quand elle entrait de l'église, elle a trouvé une note sur la porte qui disait que l'oncle d'Alberto est venu, et a pris Alberto avec lui au Utah, mais Judy n'a pas cru Dorothea et appela la police, et leur demande d'aller vérifier si tout va bien à la pension et qu'il parle à un pensionnaire du nom de John Sharp pour découvrir la vérité. Quand la police sont venus, ils n'ont pas trouvé les affaires d'Alberto et quand ils ont parlé à John et Dorothea, ils ont donné la même version et que l'oncle d'Alberto est venu le prendre avec lui au Utah. Ayant tout ce qu'ils veulent, le détective et ses partenaires sont partis, mais avant d'arriver à la sortie, John glissa une note au détective. La note disait qu'il veut rencontrer le détective dans un autre endroit en telle date et heure. Quand le détective a rencontré John, ce dernier lui a dit qu'il a menti et qu'il ne sait absolument pas où est Alberto, et si il a menti c'est parce que Dorothea est venue voir tous les pensionnaires et leur a demandé de dire que l'oncle d'Alberto est venu le prendre avec lui au Utah. Il a aussi raconté qu'avant qu'Alberto disparaisse, Dorothea avait crié sur Alberto plusieurs fois et ce train était bizarre car elle ne crie pas sur lui d'habitude, et après ça Alberto s'est enfermé dans sa chambre, et a appelé les services de la poste pour leur dire que Dorothea lui volait son argent, mais personne au bout du fil ne pouvait entendre car Dorothea était en train de hurler derrière la porte de la chambre d'Alberto. Il a aussi confessé qu'Alberto s'est senti drogué une fois et il trouvait ça bizarre car un alcoolique comme lui ne peut pas être affecté par 2 ou 3 verres. Il termine aussi que comme sa chambre est à côté des escaliers, il entend parfois la nuit des coups sur les escaliers ou dans la chambre en dessus. Et le lendemain matin un pensionnaire disparaît et un trou couvert ou préparé apparaît au jardin, et Dorothea leur dit toujours qu'elle veut faire ceci et cela au jardin mais en réalité elle ne fait rien. Après cette discussion, le détective a compris qu'il veut lui appeler l'équipe d'homicide pour enquêter. Au cours de l'enquête, Dorothea a aidé les enquêteurs, elle répondait à toutes leurs questions sans peur ni gêne, elle a même donné une autre pelle à un détective pour creuser le jardin car il était 3 enquêteurs à creuser et il y avait que 2 pelles. Dorothea n'était pas immédiatement un suspect et elle a été autorisée à quitter la propriété, apparemment pour acheter une tasse de café dans un hôtel voisin au moment où les policiers sortaient des bouts d'êtres humains du jardin. Après avoir acheté le café, Dorothea s'est immédiatement enfuie à Los Angeles, où elle s'est liée d'amitié avec un retraité âgé qu'elle avait rencontré dans un bar. Le retraité a reconnu Dorothea d'après les rapports de police à la télévision et a appelé les autorités. Le procès de Dorothea a été placé dans le comité de Monterey, en Californie, sur une motion de changement de lieu déposée par ses avocats.
Le procès a commencé en octobre 1993 et s'est terminé un an plus tard. Le procureur a fait appel à 130 témoins, il a fait valoir au jury que Dorothea avait utilisé des somnifères pour endormir ses locataires, puis les avait étouffés et avait engagé des condamnés pour creuser les trous dans sa cour. Dorothea est déclarée coupable sur tous les chefs d'accusation, et était condamnée pour 2 chefs de meurtre au premier degré et un chef de meurtre au deuxième degré. Dorothea était incarcérée au Central California Omaha Facility à Chouquila, en Californie pour le reste de sa vie. Elle a maintenu son innocence, insistant sur le fait que tous ses pensionnaires étaient morts de cause naturelle. Dorothea est décédée en prison à Chouquila le 27 mars 2011, de cause naturelle à l'âge de 82 ans. Dans la prochaine vidéo, Corian a demandé à Mira de lui ramener des enfants pour les violer et les tuer, elle n'a pas refusé, elle l'a aidé à les enterrer. Ce couple est venu tout droit des enfers.